Dès qu'ils étaient près de moi, je faisais... Je criais, je me grandissais comme ça. Une des plus grosses difficultés, ça a quand même été de gérer mentalement l'aspect jaguar, dangerosité des animaux. C'est parti pour 7 jours en jungle, avec 2 guides, un indigène et un natif, et un traducteur, portugais-anglais. Et j'ai faim, là. Tu manges la tortue le matin, là, faut y aller, là, parce que c'est trop cuit, c'est visqueux, il est 9h, tu manges une tortue, t'es là, waouh. Comme on se retrouve, Baptiste, 2 semaines plus tard, pour ceux qui ont écouté l'épisode où Baptiste nous parlait de ses GR, de sa traversée Rennes-Lausanne à pied pour rencontrer Mike Horn. Aujourd'hui, on va retourner en Amérique du Sud, ça me manque un petit peu, et on va retourner au Brésil, là où on s'est rencontrés pour la première fois, parce qu'on s'est retrouvés tous les deux à Rio pour le carnaval de Rio. Mais toi, tu n'allais pas seulement là-bas pour ça. Tu as enchaîné sur une traversée du Brésil, non pas à pied cette fois, mais tu es monté en selle pour faire 5000 bornes de Rio jusqu'à Manaus. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu de ça. Tu as passé 65 jours à pédaler dans le but d'aller apprendre les bases de la survie en jungle amazonienne. Exactement. Parle-moi un petit peu de cette aventure en vélo et déjà comment est né ce projet. Et bah déjà, c'est un plaisir de refaire un épisode avec toi et de pouvoir parler de son projet, d'être écouté. Ça, c'est un plaisir. On s'est quitté effectivement à Rio au carnaval. Après, je suis parti, comme tu l'as dit, pour 5000 km de vélo, 65 jours seul à travers tous les paysages brésiliens. Et c'était une aventure dingue. Ce projet est né suite au précédent. J'avais envie d'une plus grande aventure. J'avais envie d'aller à l'étranger et j'avais envie de découvrir autre chose. Et je ne sais pas pourquoi la jungle m'a toujours, mais alors toujours fasciné. Et je me suis dit, bah, je vais aller dans la jungle amazonienne. Et quand j'ai regardé pour les billets d'avion, il y avait une escale soit à Sao Paulo, soit à Rio. Bah, j'ai dit, bon, bah, naïvement, je vais atterrir à Rio, je vais prendre un vélo et puis je vais traverser tout le Brésil. J'ai trouvé mon aventure. En plus, j'avais envie d'apprendre le portugais comme ma famille est d'origine portugaise. Donc, d'une pierre deux coups, j'ai après préparé cette aventure pendant 6 mois. Et on s'est retrouvés à la genèse à Rio pour le carnaval. Au tout début, et je me rappelle... c'était cool, il y avait une bonne ambiance, on était avec une bonne petite team, dont pas mal d'autres gens qui vivent plein d'aventures dans le monde, à droite à gauche. Et puis, toi, tu as dû vivre une sacrée transition parce que tu es passé vraiment d'un des endroits les plus peuplés à un moment en mode carnaval de Rio, c'est blindé de monde, c'est la fête, à je prends mon vélo et tu vas te perdre au fin fond du Brésil tout seul. Est-ce que comment t'as vécu? Parce que on était ensemble au carnaval, ouais. Et après, comment t'as vécu ce truc de bon, maintenant je suis tout seul, quoi? Ce début. Bah, en fait, déjà pour moi, Rio, c'était quand même une partie de mon aventure dans le sens où c'est là où ça allait démarrer. Je t'ai rencontré toi, et toi, tu m'as fait rencontrer un tas de personnes qui sont dans la même dynamique d'aventure, qui sont dans l'action, qui sont dans le mouvement. Et du coup, je parlais de mon projet en disant à tous ces aventuriers et tous ces voyageurs, et tout le monde me disait trop hâte de te suivre, trop hâte de voir comment est-ce que tu vas t'en sortir. Et à l'écoute de toutes les péripéties, de tous les périples de tout le monde, j'avais plus qu'une hâte, moi, c'était de partir en fait, de rencontrer des aventuriers. C'était, ok, c'est quand à moi, c'est quand mon heure. Et cette heure est arrivée, et quand je suis parti, ça a été bizarre parce que après 12 jours de fête intense, j'ai essayé de visiter pourtant. Tout était bloqué. C'est férié là-bas, c'est vraiment que la fête. Donc, bon, bah, j'avais pas le choix de faire la fête avec tout le monde. Malheur, voilà. Malheur. Et quand, après 12 jours de fête, tu prends ton vélo, tu te mets en selle et que tu arrives tout de suite dans les petites montagnes du Brésil, là, ça tape parce que le soleil, plus les excès, plus les montées, plus la difficulté physique, plus la solitude, ça a fait un mélange assez difficile au début, mêlé à l'excitation du début de projet. Je me souviens, un des trucs qui m'a marqué, c'est que quand je sors de Rio, je prends une journée déjà à sortir de Rio et sa banlieue, et le lendemain, j'arrive dans des forêts et j'arrive dans des endroits qui sont moins peuplés,
Et donc, du coup, il y a plus de végétation. Les bambous faisaient cette taille-là. Faisaient vraiment, je sais pas, 10-15 cm de diamètre. Moi, j'avais l'habitude de voir en France des petits bambous tout petits comme ça. Et là, les bambous étaient énormes. Tu peux t'imaginer tout le reste. Une fois que tu vois que les bambous sont immenses, tu te dis, voilà, les arbres étaient immenses, il y avait des oiseaux qui volaient partout. J'étais vraiment, ça y est, je rentrais dans mon projet. Et donc, du coup, toute cette excitation et cette effervescence du début, du départ, ça m'a complètement fait oublier toute cette douleur liée aux excès à Rio et liée à l'effort, en fait. Il y avait plus de douleur au début, douleur on va dire physique parce que ton corps était pas prêt, ou même mentalement. Des fois, quand on a comment dire, souvent après un festival ou après avoir fait la fête avec des potes, on a une redescente où on se sent un peu moins bien. Toi, tu as peut-être eu un peu ça. T'étais comment? Le plus dur, c'était quoi? C'était mental ou physique? La descente que tu décris, elle ressemblait plus à une montée pour moi, dans le sens où je me souviens que quand je m'arrêtais pour aller pour pisser, la couleur de l'urine était peu probable. La couleur du drapeau du Brésil, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On se rapprochait plus d'un jaune fluo que d'une belle urine transparente. Je sais pas pourquoi on parle là-dessus. Mais ouais, du coup, j'ai pas vécu cette descente. Mais il a fallu se mettre très vite dans le projet. Et comme je t'ai dit, l'excitation d'avoir rencontré plein de monde qui est dans le mouvement, j'avais plus qu'une envie, c'était d'être dans le mouvement. Et j'y étais enfin. Et c'était le début, c'était le départ. Et il fallait y aller, quoi. Il n'y avait plus de questions à se poser. Il n'y avait plus qu'à profiter. Évidemment, c'était difficile parce que je suis arrivé très rapidement dans les montagnes. Et donc, il a fallu assumer les presque 30-35 kilos que j'avais de matériel avec le vélo à porter sur des pistes. Je me suis très vite retrouvé sur des pistes avec beaucoup de cailloux. C'était de la terre. Et puis, du coup, c'est un terrain qui est pas du tout plat, qui est pas du tout lisse. Il y a beaucoup d'aspérité. Et donc, du coup, tu te retrouves des fois, même si ce n'est tout le temps dans les montées, à devoir descendre de ton vélo pour le pousser. Ouais. Parce que comme t'as pas le cardio à cause des excès de Rio, et tu descends. Et puis, je me souviens que je me disais, allez, petit à petit, au début, j'allais petite vitesse, petit plateau. Je me disais, ok, demain, je ferai petit plateau, deuxième vitesse. Et j'essayais d'aller crescendo comme ça dans l'effort parce que je savais que petit à petit était la meilleure solution à l'immensité du projet. Ça fait penser, je me rappelle dans l'autre épisode où tu me disais je crois que c'était sur la traversée des Alpes ou sur d'autres projets où tu vois l'immensité du truc, comme tu dis, découper un peu en petits objectifs pour pas voir la montagne de l'objectif total en mode j'ai 5000 bornes à faire sous le soleil, Ouais. sous le cagnard du Brésil. Même état d'esprit. Et juste en mode, tu te dis, bon, aujourd'hui, j'essaie de faire tant de kilomètres et avancer, voilà, étape par étape. Et c'est vrai que là, je pense, tu dis que tu avais 35 kilos de matériel, vélo compris peut-être. Vélo compris. Comment, s'il y a des gens qui nous écoutent et peut-être qui ont envie de faire un trip à vélo, ou même pour faire, je sais pas moi, un week-end vélo bivouac, ce genre de choses, c'est un peu différent. Mais toi, comment tu t'es organisé? Comment tu as prévu le truc niveau logistique, niveau point de ravitaillement? Parce que le Brésil, je vois, c'est immense. Toi, tu passais pas forcément des endroits très peuplés. Comment tu as imaginé le projet pour tout ce qui est ravitaillement, eau et matériel que tu as emmené? Donc ce projet, il est né 1 mois, 2 mois après toutes mes grandes randonnées de l'été dernier. Fin août, je me suis dit, ok, je vais aller au Brésil et c'est ça que je vais faire. Et à partir de ce moment-là, c'est comment est-ce que je réponds à toutes les problématiques que tu viens de dire. Emporter le bon matériel, être sûr de pouvoir passer dans des endroits où je vais pouvoir passer et gérer toute l'inconnu. Donc, il a fallu choisir un vélo. Donc avant de choisir mon vélo, je suis allé faire une étude posturale, un truc assez poussé que des sportifs peuvent faire sur des gros triathlons ou sur des courses. Donc suite à ça, j'avais toutes les mesurations possibles et imaginables, et avec ça, une liste de vélos qui était adaptée. J'ai pu choisir mon vélo en fonction. Et ensuite, à partir du vélo, j'ai construit tout autour. Donc là, j'ai regardé énormément de vidéos de bikepacking. Et donc, installer un porte-bagages, des bagages. Ensuite, racheter du matériel. Par exemple, je partais souvent en tente dans mes précédents projets, mais là, un hamac était beaucoup plus adapté. Puisque sur le sol au Brésil, ça grouille, mais ça grouille
de plein de trucs et ça a été une bonne décision de prendre un hamac, par exemple. Donc, c'est toutes ces problématiques que j'ai gérées au fur et à mesure pendant 6 mois, liées au matériel. Et ensuite, tout ce qui est lié à l'itinéraire, j'ai fait comme d'habitude. J'ai fait Rio, Manaus sur Komoot. Il m'a tracé Il t'a emmené dans des forêts perdues. Ouais. Mais j'avais l'expérience de précédents voyages que j'ai fait à vélo où je m'étais mal organisé et là j'ai dit c'est impossible que je le fasse comme ça. Alors, une fois que j'ai vu le trajet que j'avais, j'ai dit tiens, je passe à côté de Brasilia, je vais aller à Brasilia. Ok. Et là, petit à petit, encore une fois, j'ouvre un Google Excel et puis ok, je passe par cette ville, ce village, cette commune, ce truc. Et puis bon bah là je vais pouvoir me ravitailler parce qu'il y a un supermarché, là il y a un magasin de vélo, là il y a un magasin d'électronique, là il y a rien, là il y a rien, là il y a rien, là il y a rien. Beaucoup de choses où il n'y a pas grand chose. Là il y a des restaurants, là il y a des auberges, là il y a des pousadas et des hôtels. Et donc j'avais une grande liste comme ça de toutes les villes par lesquelles j'allais passer où je savais exactement comment est-ce que je pouvais me ravitailler. Le but, grossièrement, c'était tout ce que je peux contrôler, je vais faire en sorte de le contrôler. Les villes par où je passe, mon matériel et mon état d'esprit. Après, tout ce qui va arriver, la météo, ma condition physique, l'effort, comment est-ce que je vais réagir à l'environnement ou les problématiques que je vais rencontrer, ça, je peux pas le contrôler. C'est des problèmes qu'il faudra que je gère un à un sur place. Donc ça, on met de côté. Et tout ce que j'ai pu contrôler, j'ai contrôlé. Matériel, préparation d'itinéraire, bouffe, nourriture, etc. T'as eu... Souvent, tu avais combien de jours où tu devais prévoir la bouffe parce qu'il n'y avait pas de point de ravito, il n'y avait pas de ville où il y avait le maximum que tu as eu où Le tu devais maximum que j'ai eu, transporter. ça a été 7 jours. Mais ça a été une fois, c'était exceptionnel. Mais la plupart du temps, c'était 3-4 jours où Ok. où je devais être en autonomie. Donc, je devais prendre de la nourriture et de l'eau. Ça va parce que je croisais quelques fermes. Et ah d'accord, ok. Bah pour l'eau, tu faisais comment? J'imagine que tu avais des gourdes sur ton vélo et sinon tu trouvais t'as tout le temps trouvé des fermes ou des points d'eau Ça s'est organisé, j'avais 2 bidons sur mon vélo, j'avais un camelback de 2 litres, donc j'avais 3 litres plus une gourde filtrante de 1 litre, donc j'avais 4 litres sur moi. Au début, je filtrais l'eau dans les rivières, tout ça, quand j'étais en autonomie. Quand je suis arrivé sur des zones beaucoup plus isolées, où les villes, vraiment, des fois, je tombe dans une ferme, le premier commerce à la ronde, c'est 150 km. Mais bon, il y avait des fermes de temps en temps, donc je m'arrête et puis on m'a jamais refusé une seule fois de l'eau. Donc c'est comme ça que ça s'est organisé. Mais ça a été plutôt en 2 étapes. La première partie de mon aventure, j'étais quand même pas mal dans des villes, un peu tous les jours, tous les 2 jours. Et je filtrais l'eau quand j'avais besoin. Et sur la dernière partie, j'allais dans les fermes. Et sur la dernière partie, si les Brésiliens n'étaient pas là, impossible de faire ce projet. Ok, donc parlons des Brésiliens. Donc tu dis qu'ils t'ont pas mal aidé. Est-ce que c'est parce qu'ils t'ont accueilli? En discutant ensemble, tu m'avais dit que tu avais été des fois très bien accueilli dans des fermes et hébergé. Ouais. Dans quel cadre ils t'ont vraiment aidé et que tu dis ça aurait été pas possible sans eux, tu vois, sur la fin? Ça aurait pas été possible dans le sens où rien que pour l'eau déjà, ou alors il aurait fallu que je filtre à chaque fois l'eau, même pour la nourriture, il aurait fallu que j'emporte beaucoup plus de nourriture. Ça aurait été une autre organisation. Et donc du coup, en plus, je me suis découvert à travers cette aventure qui a été beaucoup plus humaine que les autres, parce que là, j'avais réellement besoin des locaux. Je prenais du plaisir à la fin à m'arrêter, à venir demander de l'eau. À la fin de mon projet, je commençais à parler un peu mieux brésilien, je pouvais parler de mon projet, je pouvais expliquer ce que je faisais. Et puis, ils étaient quand même interloqués de voir quelqu'un comme ça à vélo. Ils n'avaient jamais vu un mec qui était venu de Rio, quoi, presque 2 mois avant. C'est dingue. Et puis, le soir, peut-être qu'on en reviendra plus après, qu'on reprendra un peu chronologiquement, mais à la fin, j'étais confronté aux jaguars, donc je pouvais plus dormir dehors. Donc j'étais obligé de dormir à côté des fermes, ce qui m'obligeait vraiment à être à côté des locaux. Donc pour ces raisons aussi, la faune, la flore fait que je devais aller chez les gens. En tout cas pour ma sécurité à moi. Et pour rassurer tes proches aussi, évidemment. T'as pas eu la chance de voir des jaguars? Non. Non. La chance ou la je sais pas. Je pense que c'est une chance. Enfin, ça dépend comment tu le vois. Voilà. Il paraît que c'est quand même, pour en avoir discuté pas mal avec des gens qui étaient avec des locaux qui vivent en Amazonie, que ce soit en Colombie, Pérou, un petit peu Brésil, mais beaucoup plus sur la partie ouest, moi où j'étais. C'est quand même très très rare que le jaguar attaque l'humain. Ouais.
il y a eu des cas, c'est quand même très très rare, parce que généralement ils ont de quoi bouffer, et t'es un peu le dernier sur leur chaîne alimentaire, c'est un peu s'ils sont en mode survie. Mais bon, j'ai pas eu la chance d'en voir. Peut-être que c'est pas plus mal si jamais t'as un coup de malchance et que Je tu te pense fais bouffer. que maintenant, avec le recul et les connaissances que j'ai accumulées au fur et à mesure, j'aurais aimé en voir un. C'est-à-dire que une des plus grosses difficultés, ça a quand même été de gérer mentalement l'aspect jaguar, dangerosité des animaux. C'est-à-dire Ouais. qu'à un moment, je montais dans le nord du Brésil, et plus je montais, plus on me disait attention, parce que là, il y a des jaguars, tu es dans une zone où il y a beaucoup de jaguars. On me disait comment tu fais pour survivre. Donc, il y avait quand même C'est les locaux qui un disaient enjeu. ça. Oui, oui, oui. Ok. Les locaux me disaient comment tu fais pour survivre. Et moi, je savais, j'avais anticipé le fait qu'il y avait des jaguars, tout ça. Ouais. Mais je m'étais pas préparé mentalement à vraiment y être confronté. Et jusqu'à un soir où je dors dans une ferme chez quelqu'un, et il me dit faz cuidado porque aqui tem muito onça. Il dit mais é muito perigoso. Il me dit c'est très dangereux, et vraiment il insiste. Sur les jaguars. Ah ouais, il insiste vraiment. Ok. Il me montre des vidéos comment se défendre face à un jaguar. Il me montre des vidéos d'attaques de touristes de jaguars, des articles et tout ça. Ah ouais. Et moi je Ok. suis là dans la ferme. Je suis ok. À quel point est-ce que ce qu'il me raconte c'est vrai? Est-ce qu'il grossit les... Le lendemain, je pars de chez lui. Le lendemain matin, je pars de chez lui. Pendant 3 heures, je suis dans le sable, je peux pas avancer, je suis obligé de pousser mon vélo, et il y a des traces de jaguar. Pendant 3 heures, des Ah traces ouais. de jaguar fraîches. Et je les vois, et pendant vraiment 3 heures, je suis à côté de mon vélo. J'ai très peu de connaissances sur les jaguars. T'as très peur. J'ai très peur parce que le gars, hier, m'a dit en gros, c'est super veille. dangereux. Oh la Ils attaquent vache. mes vaches. Je me suis déjà fait bouffer des chiens. Il me dit ça. Et là, je suis face aux traces de Et pas. tu vas vers les traces. Mais je suis les traces. Putain. Et puis là, ça faisait, je sais pas, peut-être 30 ou 40 jours que j'étais déjà parti. Et moi, j'étais en émerveillation totale face aux éléments, à la nature. Et là, tu passes au milieu de la forêt, t'entends des bruits, tous les bruits que t'as entendus pendant 30 jours. Là, tu te dis, ok, c'est un jaguar, il va me sauter dessus, je vais mourir là, maintenant. Tout de suite, je vais mourir. Et mentalement, c'est une des premières fois de ma vie où je me suis dit, vraiment, je veux pas mourir. Alors, ça paraît bête dit comme ça, mais je me suis toujours dit, je vis et j'aurai pas de regrets, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Et si moi j'ai un sentiment d'accomplissement le soir, je t'en ai déjà parlé le précédent podcast, et je me dis tiens, je pourrais partir cette nuit, je suis trop heureux là déjà. Là, pour la première fois de ma vie, j'ai dit non, en fait, je veux pas mourir, c'est impossible que je meure, parce que là vraiment je m'imaginais qu'un jaguar il allait me sauter dessus, il allait me bouffer. Je me suis dit ok, donc mes parents ils auront plus de nouvelles de moi. J'espère que les Brésiliens qui vont me retrouver, ils vont prendre mon téléphone, comme ça il y aura mes notes, mes images dedans, mes parents ils pourront récupérer ça. Je me suis dit attends, mais mes parents ils vont me perdre, attends, ils vont être trop mal. J'ai dit non, impossible, moi je veux encore les voir, je veux encore passer du temps. Et quand je suis sorti de ces 3 heures, dès que j'ai eu du réseau, j'ai regardé tout ce que je pouvais savoir sur les jaguars. Comment ils te mangent? Déjà, je savais que s'ils me mangeaient, ils allaient m'écraser la tête tout de suite. Comment est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils chassent? Où est-ce qu'ils sont? Les chances que tu as d'en croiser un. Donc, tu as 99% de chances de ne pas croiser un jaguar. Dans les 1% de chances, si tu le croises, tu as une chance sur 10 qu'il t'attaque. Donc, en gros, il faut pas que tu le surprennes. Donc je traversais des forêts, je voyais des traces de jaguars, j'étais là je tapais sur mon vélo avec des trucs sur la ferraille pour faire des bruits, pour annoncer que j'étais là. Donc je faisais il y a des oiseaux qui s'envolaient, Tu faisais ça pendant Machin. combien d'heures? Mais Tout le temps? ouais, dès que je voyais des traces, des trucs, ou des fois, tu sais, pendant 5 minutes, j'oubliais, j'étais dans mon truc, je faisais ça. Débile, tu vois. Et mais il fallait que je m'annonce, parce que si jamais tu tombes, j'empruntais des routes qui étaient très peu empruntées. Ouais. Donc si je tombe face à un jaguar et que je le surprends, lui, il va rentrer en phase de défense. Donc il va vouloir se défendre, ou m'attaquer, ou fuir. Donc j'ai pas envie de créer ce moment. Et le deuxième truc qu'il faut faire attention, c'est pas être entre un jaguar et ses enfants. Ouais. Donc voilà. Ouais. Je savais que si je le surprenais pas et que je faisais à chaque fois, ça allait aller. Et que si j'étais attentif, de toute façon, j'étais très attentif, qu'il n'y ait pas un enfant, un truc, un bébé ou quoi que ce soit. Et ça marchait aussi pour les bandes de porcs, les bandes de cochons des bois. Ça marchait aussi pour les loups. On me disait qu'il y avait des loups, alors ça... Donc voilà comment j'ai géré au fur et à mesure. Et puis au fil des jours,
quand je voyais des traces, tout ça, je regardais entre les arbres. À la fin, tu es de plus en plus en confiance. Tu dis, ok, peut-être que là, il y en a un, là, il y a un point d'eau, ok, là, il y a de l'ombre, je sais qu'ils se mettent dans les arbres, j'essaie de regarder, donc j'en ai jamais vu un. Ouais. Mais des fois, je suis parti des matins, il y avait des traces qui étaient vraiment fraîches, et je savais qu'il y en avait un là, aux alentours de quelques kilomètres, quoi. Et je sais qu'il y a des endroits au Brésil, j'ai un pote allemand là, qui avait été à un endroit au Brésil, je sais plus le nom exact, qui est vraiment réputé pour voir des jaguars, où vraiment tu peux en voir très, très régulièrement. Pantanal. Peut-être, c'est possible, je sais que c'est au Brésil. Et sinon, dans ce que tu disais, ouais, il y avait, quand j'avais été traducteur en jungle amazonienne en Colombie, enfin frontière, bref, en Colombie, il y avait Robert qui était un des guides qui m'apprenait pas mal de choses, qui lui me racontait quand il s'était retrouvé. Alors ça a été très rare et ça fait longtemps qu'il vit c'est un loco, il vit dans une communauté, un local. Il vit dans une communauté, donc il a passé sa vie dans la jungle. Je crois qu'il a vu que quelques fois des jaguars et il y a une fois il s'est retrouvé nez à nez avec. Et il me disait en gros, faut regarder vers lui, tu vois, en mode lui faire face, mais pas le regarder dans les yeux. Et pas essayer de partir, parce que de toute façon, il sera plus rapide que toi, et du coup, il peut te prendre comme une proie si tu essaies de te barrer. Faut se faire grandir, faut parler un peu fort, il faut montrer qu'en quelque sorte, c'est toi le prédateur. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai regardé justement les techniques qu'il fallait... T'es sûr de toi, prédateur? Je crois qu'il me disait, faut pas trop le... Enfin, quand il me disait, tu vois, en mode ne pas le regarder dans les yeux, pour pas en mode le défier, oui, en mode oui. je suis là. Mais dans le sens prédateur, dans le sens où il faut pas que tu sois une proie pour lui. Ouais, ouais. Donc dans le sens, il faut que tu sois un truc qu'il connaît pas, qui est grand et qui se dise bon, ça vaut pas la peine. Ouais, je vais aller chasser de la poule sauvage. Voilà, exactement, ou des poissons, ou je vais aller, peu importe. Et je sais plus où je voulais en venir. Oui, et donc du coup, quand j'ai appris toutes les techniques qu'il fallait mettre en place au cas où si t'en voyais un, il y a un truc qui est marrant et le truc qui était le plus pénible au Brésil, c'était les chiens. Ouais. Les chiens, dans les fermes, chez les gens, ils sont pas attachés, ils sont pas éduqués, ils sont pas élevés. Tu passes à vélo, tu le vois à 100 mètres là. Lui, il va me courir dessus. Pas lui, ils sont toujours 3 à 5 et tu vois 3 chiens. Et tu dis, bon, ok, là, ils arrivent en sprintant. La prochaine étape, ils me sautent dessus, ils m'arrachent les mollets, c'est sûr. Donc, au début, j'avais peur. Alors, soit je passais vite à vélo et je les devançais, ou soit, si j'avais pas le temps, je m'arrêtais, ils venaient, ils me sentaient, je perdais 5 minutes et je repartais. Et quand j'ai appris pour les jaguars, j'ai commencé à mettre en place les techniques de jaguar, mais sur les chiens. C'est-à-dire, les chiens, ils venaient en courant, ils couraient. Et puis, dès qu'ils étaient près de moi, je faisais... Je criais, je me grandissais comme ça, et puis les chiens faisaient comme ça, et ils savaient pas trop où se mettre. Ah ouais? Ouais. Et à la fin, des fois, je passais à côté de fermes, je voyais les chiens arriver, je disais, toi, là, la petite bande qui arrive, c'est pour moi. Ils arrivent. Et je fais, et je leur fais peur comme ça. Et vraiment, 10 mètres après, je vois le fermier qui est là, avec sa fourche. Il me regarde, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il voit un mec en vélo dégueulasse, marron de terre, gueuler sur ses chiens. 2 secondes après, bon dia. Voilà ce que m'a appris les jaguars. Ce que m'ont appris les jaguars, à gueuler sur les chiens. Après que tu... Ça me fait penser à un sketch de... Je sais plus si c'est le Palmacho, je sais pas qui. Et à un moment, il fait putain, faut que je m'achète un chien pour lui gueuler dessus. Voilà. Mais c'est... J'ai repensé à ça. Et bah, les chiens, ils font que gueuler là-bas, c'est insupportable. Ah ouais. Bah, quand tu t'embrouillais avec, du coup, avec les chiens des agriculteurs, après, tu te retrouvais du coup à rencontrer des fois les agriculteurs qui disaient pourquoi ils gueulaient mes chiens. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les rencontres que tu as eues, quelques anecdotes là-dessus et puis comment tu as vécu un peu parce que moi, j'ai passé pas énormément de temps auprès de la population brésilienne, mais on va dire les premiers sentiments que j'ai eus, c'est qu'ils sont adorables, hyper chaleureux. Malheureusement, moi, on va dire j'avais appris l'espagnol, mais pas le portugais, donc j'avais un peu la barrière de la langue avec les Brésiliens et je suis pas resté longtemps. Mais toi, comment tu as vécu ça? Et bah, ça fait une belle transition parce que justement, c'est grâce aux chiens finalement que je réussissais à rentrer en contact avec les agriculteurs et les fermiers. Au début de mon projet, c'était juste pénible parce que j'avais pas besoin de dormir dans des fermes, je dormais dehors, des fois je dormais dans des auberges. Et à la fin, j'avais pas le choix de dormir dans les fermes. Donc, je m'arrêtais devant une ferme. Les chiens arrivaient, ils arrêtaient pas de me gueuler dessus. Du coup, le fermier sortait. Et là, moi, j'avais ma petite technique.
comme je suis pas très à l'aise sur le fait de venir m'incruster chez les gens, au début, je disais j'ai besoin d'eau. Ils me disaient ouais, bon, bah viens avec moi, je vais te donner de l'eau. Ils viennent et ah, bah qu'est-ce que tu fais? Du coup, là, la discussion commence. Et puis après, je leur expliquais mon projet. Je leur disais bah écoute, moi, j'ai pas envie de dormir dans la forêt parce que c'est trop dangereux avec les jaguars et tout ça. Donc, est-ce que tu crois que ce serait possible que j'installe mon hamac dans ton jardin à côté de ta maison? Et à chaque fois, ils me disaient oui. J'ai pas eu besoin de faire plus d'une ferme. C'est-à-dire que dès que j'ai demandé, on m'a dit oui. T'as eu Tout le aucun temps. refus? Aucun refus. Le seul refus que j'ai eu, c'est quand je suis allé dans une réserve naturelle et c'était des gardes. Donc c'était des militaires. Donc là, je suis allé demander, je me suis dit, ça ferait une belle anecdote d'aller dormir avec les militaires dans une réserve. Et eux, ils pouvaient pas. C'était plus Ok. Légalement. ouais, pour eux, légalement, ouais. ils n'avaient pas le droit. Et donc du coup, bah, la plupart du temps, ils ont toujours un petit porche devant leur maison, là où ils installent leur hamac et ils chillent devant chez eux. Et ils décrochaient leur hamac, ils me disaient bah tu mets ton hamac ici, voilà, tu peux prendre ta douche, il y a un tuyau ici, ou alors si tu veux la douche est là. Et puis on va préparer à manger à telle heure, tu viens. Et là tu rentres vraiment dans le quotidien des Brésiliens. Tu regardes, bah, je sais pas, l'équivalent de N'oubliez pas les paroles en France à 20h, tu vois, tu regardes le feuilleton à la télé, ou alors tu discutes de ton projet. Ils sont super intéressés par ton itinéraire. Où est-ce que tu passes? Où est-ce que tu es passé avant? Où est-ce que tu passes après? Et alors là, il te donne plein de conseils sur ah bah il faudrait peut-être que tu passes là, ou là je connais lui, si jamais tu as besoin. Peut-être des prochains agriculteurs Ouais. qui pourraient t'accueillir. Ou même dans les villes, on me disait va plutôt à cette auberge-là, puisque je connais le gars, tu verras, c'est super sympa, il y a un resto. Donc il me donnait plein d'informations. Donc ça, c'était super sympa. Et après, juste de pouvoir discuter, d'être là avec eux et de renforcer mon portugais. Au début, je parlais pas un mot de portugais. J'avais juste les bases. Si, tu m'as vu avec les bases à Rio, Ouais, bon dia, bonjour, merci, Tudo bem? tudo bem, voilà, ça c'était pratique quand même, tudo bem. Quand tu connaissais pas les femmes. Tu nous racontes cette anecdote que tu m'as Voilà. racontée si t'as envie. Bon, allez, C'est très drôle. c'est un peu folklorique. Ça fait quand même partie de l'essence du carnaval de Rio. Donc on est au carnaval. C'est le combienième jour, je ne sais pas. On passe l'après-midi à la plage ou quelque chose comme ça. On rejoint des amis. Et puis nous, on devait aller au Sambodrome pour aller voir le défilé du carnaval. Et il y a beaucoup trop de circulation dans Rio. Donc on dit, vas-y, on prend des Uber moto, on rentre au logement. Et puis après, au logement, on bouge à pied au Sambodrome. C'est très drôle. C'est vrai que c'était juste quand on allait au Sambodrome. Ah non, au Sambodrome, je confonds avec, Non, avec le Maracana. Non, Ouais. Sambodrome, c'est là où il y avait vraiment le défilé. Donc c'est un stade où en gros c'est une allée avec deux tribunes sur 1 kilomètre presque. Franchement, je pense que j'abuse pas quand je dis que c'est vraiment immense. Ouais. Et donc toi, tu prends ton taxi-moto, tu pars. Moi, je prends mon taxi-moto. Et puis mon taxi-moto il est comme un ouf. Il me dit C'est ouais, des ça malades. va. Et puis il roule comme des C'est des malades. fous. Et on est sur la rocade à un moment. Et puis il dépasse une moto, taxi, avec une fille derrière qui est en tenue de soirée, donc très dénudée, et qui paraît magnifique, en tout cas à mes yeux. Et puis il me dit Muita bonita, muita bonita. Il me dit elle est super belle, elle est super belle. Et puis donc on passe à côté et je lui fais tout doux merde comme ça, parce que c'est les seuls mots que je connaissais et je me suis dit comment veux-tu accoster. Et on est à 80 km/h vraiment. Et lui il me dit fala com ela, parle-lui. Je lui dis tout bien, je savais pas quoi lui dire. Et puis les deux motards sont en train de discuter. Et puis moi je sors mon téléphone, je vais sur Instagram, on est à 80 km/h sur la rocade. Hein. C'est des fous. Je lui donne mon téléphone, elle me donne son Instagram. Et puis après on part. Et puis je dis mais c'est quoi cette technique? Je lui ai juste dit tout doubem là. Et puis elle me passe son Instagram quoi. Il avait fait un détour pour les suivre. Il me dit tu veux que je t'emmène là, que je te dépose? Il était fou. Moi je me suis dit on va aller au Sambodrome quand même. Donc il me fait un détour, passe dans une autre rue. Là exactement la même chose. Lui Muita bonita, muita bonita. Moi tout bien. Mon téléphone à 30 km/h entre les voitures. Hop. Et tu te dis mais c'est n'importe quoi. Et après je vous ai raconté ça, vous étiez pliés de rire. Ah ouais. Sur un trajet Uber moto.
Tu chopes 2 numéros, même pas en Mhm. t'arrêtant, en Mhm. roulant. Malheureusement, ça C'est- n'aura jamais abouti à rien. Ah, mais- C'est bien. Mais juste pour l'anecdote, c'est pour expliquer tout le folklore, c'est-à-dire tout le monde fait la fête, tout le monde est en tenue de soirée. Et pour la première fois de ma vie, je crois qu'à Rio, j'ai vraiment fait la fête dans le sens où il y avait des gens qui avaient des instruments, des percussions, des trompettes. Il y avait des gens qui dansaient, des gens en échasse. Et tout le monde était réuni et dansait ensemble. Hmm. On s'était fait la réflexion en France, les gens en soirée dansent plus en groupe. Ouais. Ils font un petit cercle entre eux, ils dansent entre eux. Ici, tout le monde partageait. Des fois, on était ensemble, mais toi, tu étais à 3 mètres, et puis moi, j'étais à 3 mètres avec d'autres personnes. Et il y a vraiment un moment de partage autour de la musique et de la danse. Et c'était vraiment, vraiment. Et puis la musique là-bas, c'était trop cool. Non, franchement, j'en garde un bon souvenir de tout ce folklore, carnaval, rencontre. C'était top. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, c'est ce que j'en retiens. C'est vrai que c'était. Alors, est-ce que c'est moi aussi, ma façon d'être qui change, ou est-ce que c'est le mood? Peut-être un peu des deux, peut-être quand même surtout le mood, je pense. C'est que je trouve au Brésil, même au carnaval et en soirée, etc., c'est très facile, comme tu dis, de se rencontrer d'autres gens, de se greffer un groupe, de discuter, d'aller danser, etc. Mm. Et à un moment, je crois que je suis rentré en France où j'ai retrouvé des potes en leur faisant la surprise à Nantes. On est allé en boîte. T'étais là en plus. Du coup, après, on s'est retrouvés. Les musiques étaient Voilà. à chier. Voilà, La musique soirée, de boîte. la soirée était longue. C'était à chier. Et c'est très, en fait, après, il n'y a pas que les boîtes en France, clairement, mais c'est très en mode chacun est avec son petit groupe de potes. Mm. Et en Ça fait, partage pas, tu hein. danses en rond. Ouais. Et c'est limite chelou d'aller discuter avec le groupe d'à côté ou d'aller aborder C'est d'autres clair. gens. Et j'étais là, mais ouah, je vais plus en boîte en France, c'est mort, tu vois. C'est mort. Après, je trouve qu'il y a le côté festival en France qui se rapproche un peu plus de ça, où c'est quand même en festival plus simple Possible. d'aller aborder d'autres groupes et puis de se retrouver sur le camping, tout ça. Mais bref, voilà, ouais, on va. Donc, Voilà tu as pour- appris le portugais un petit peu, un peu plus que tout même. Mm. En fait, sur l'apprentissage du portugais, moi j'avais vraiment envie d'apprendre. Donc il y a 1 an avant de partir, j'avais fait 6 mois de Duolingo, 10 minutes tous les jours, où vraiment on t'apprend à dire une pomme verte. À quoi ça va te servir? Donc j'avais quelques mots, mais mon niveau était 0, impossible de tenir une discussion. Donc au début, quand je suis tout seul, là t'es tout seul et tu parles que portugais. Donc, eux, ils parlent pas anglais, en français alors encore moins, et puis tu parles un peu la langue des signes. Donc au début, t'as rien, t'as bonjour, ça va, tu sors Google Traduction pour dire je cherche ça, je cherche un restaurant, où est l'hôtel le plus proche, ou alors juste pour discuter, qu'est-ce que tu fais? Donc je vais à Manaus. Donc au début, c'est beaucoup avec le téléphone, et puis ils sont super patients. Ils sont super patients parce que en France, t'arrêtes quelqu'un, un touriste qui arrête un Français, et puis qui sort son Google Traduction pendant 10 minutes, je pense qu'il se fait remballer au bout de 30 secondes, tu vois. En tout cas, tu es à Paris ou tu es dans les villes aux alentours. Et là, ils prennent le temps. Et donc, au fur et à mesure, au début, il y avait bon dia. Après, il y avait donc bonjour. Après, il y avait bonjour, où est ce restaurant? Ok, après, il y a je suis parti de Rio, je vais à Manaus, je suis avec mon vélo. Et tu apprends presque une phrase tous les jours. Et au fur et à mesure, au bout de 60 jours, j'avais presque mon speech qui était rodé pour parler de tout mon projet. Et puis après, tu te rends compte qu'il y a plein de mots, par exemple, tous les mots qui finissent en sion, attention, construction, peu importe, ça finit juste en sao. Tous les mots, par exemple, construction, ça devient construção, attention, atasao. Après, tous les mots liberté, liberda. En fait, ça se rapproche pas mal. Et donc, j'ai réussi à apprendre comme ça au fur et à mesure. Et ça a été de plus en plus agréable puisque j'ai pu avoir des discussions, vraiment des fois pendant 1 heure, 2 heures. J'y avais pas le meilleur portugais, mais tu t'aides un peu avec les mains. Et puis, des fois, quand t'as pas un mot, tu regardes un peu sur ton traducteur. Et puis, ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. Le fait d'apprendre une langue, moi, j'adore. Je prône l'ouverture d'esprit. Je pense que c'est une qualité qu'il faut savoir développer. Et de s'ouvrir à une autre culture, à une autre langue, et de respecter, vraiment, d'être dans un pays et de respecter les coutumes, de respecter la nourriture, de respecter tout ça, et de venir en ayant vraiment juste la volonté d'en apprendre plus sur ce pays. Je suis pas là pour faire des vidéos, je vais pas te coller un téléphone à la gueule pour te filmer ou quoi que ce soit. Je vais vraiment être respectueux et observer, et j'ai pris énormément de plaisir en le faisant. Et c'est du coup quelque chose que j'ai envie de développer encore plus.
On a rencontré plein de gens à Rio qui parlaient 5-6 Ouais. langues, quoi. Tu te dis, mais Ouais. les portes que ça t'ouvre, les discussions que t'as. Même à Rio, je pensais que j'étais bilingue, mais en fait, quand t'es dans la vie de tous les jours à parler, je me suis rendu compte que j'avais aussi des lacunes en anglais. Et en fait, ça m'a donné envie de communiquer avec le monde, quoi. Ouais. Tu te dis, putain, le nombre de choses que t'as à apprendre, c'est Ouais. dingue. Donc je suis super content d'avoir pu apprendre le portugais et je vais continuer mon apprentissage. C'est bien, Baptiste. Merci. Je suis fier. Merci. J'attendais pas d'être félicité, j'en attendais pas tant. Si, bravo quand même. 5000 bornes en vélo aussi, bravo quand même. Bah, merci. C'est pas rien. Merci. On en a fait un petit peu sur 3 jours là pour aller Au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel. Non, à Saint-Malo. à Saint-Malo en passant par L'objectif, Cancale. c'était juste de plonger au plongeoir de Saint-Malo. C'est ça. Mais oui, c'est vrai. T'as Mais pu vivre même un cinquième de ce que j'ai fait. Et ouais, avec un petit peu de... Ah, on a eu un joli lever de soleil avec tous les moutons qui passaient au Mont-Saint-Michel. C'était bien cool. Et bon, toi, tu as eu pas mal plus de kilomètres que ça. Comment tu as vécu, enfin, comment ton corps aussi a vécu ça en termes d'adaptation et ouais, tu as eu des grosses douleurs, des grosses galères physiques, même au niveau, je sais pas, digestion ou je sais pas. Ça, c'est des problèmes qui sont récalcitrants, j'ai envie de dire. Mais Parce que tu étais aussi sous le soleil, il faisait très chaud quand tu y étais. donc déjà, je me souviens quand je suis arrivé à Rio, moi, j'étais jamais descendu dans l'hémisphère sud. Il y a une chaleur, je transpirais énormément. Et ensuite, sur le vélo, ouais, t'avais 30-35 degrés qui te tapaient toute la journée dessus. Donc ça, là, je buvais énormément. Je pouvais boire jusqu'à, je pense, les grosses journées, jusqu'à 8 litres. En comptant des fois des sodas, des trucs que tu t'envoies parce que t'es à plat. Ensuite, pour ce qui est de l'adaptation à l'effort, ça a pris quand même, je dirais, ouais, une bonne semaine pour vraiment réussir à prendre un rythme. Je savais que ça allait prendre du temps parce que j'avais pas fait tant de bandes de vélo que ça. Je savais que j'avais une bonne position sur le vélo, que le vélo était agréable, j'avais fait une sortie, je savais que tout allait être bon. Et c'était plus s'habituer à l'effort des montagnes et au fait de se discipliner parce que tu peux vite perdre le moral quand ça fait la 4e, 5e fois de la journée que tu fais une montée à pied, que tu es sous le soleil, que j'avais le dos brûlé. Est-ce que tu vois ce que c'est la viande de grison? La viande séchée. La viande séchée qui est bien rougeâtre. Oui, là. ça, ouais. Et bah, je mon vois. dos, c'était ça. Super. C'est-à-dire que des fois, je m'allongeais dans l'air, je faisais bah, Que impossible. tu roulais torse nu. Bah, je roulais des fois torse nu, je roulais, ou même, ouais, en fait, j'avais fait l'erreur de rouler une fois torse nu, cramé complet. Donc, c'était crème solaire tout le temps. Et C'est vrai que t'as vraiment en mode la marque je sais même pas si je l'ai encore. vanille Non. chocolat sur les jambes. Ouais. Ça un peu moins, mais quand on avait fait du vélo ensemble là. Donc, là, vachement. ouais, donc j'ai eu la première semaine qui a été difficile. Et après, j'ai commencé à prendre le rythme et à faire 60 à 70 km quand j'étais dans les montagnes. J'avais à peu près, je pense, 1000 mètres de dénivelé par jour, si ce n'est des fois plus. Donc là, à ce moment-là, il faut beaucoup manger. Ce qui était bien, c'est qu'au début, je passais beaucoup dans des villes. Et là-bas, au Brésil, la plupart des restaurants, c'est des buffets à volonté. Tu as du riz, des pâtes, des pommes de terre, des feijão, c'est des haricots beiges ou noirs, avec de la viande, du poulet, du bœuf, du poisson. Et puis après, tu as des crudités, des salades. Donc ton assiette, tu la pèses au poids ou tu payes juste ton assiette. Grossièrement, tu en as pour 3-4 euros. Bah, je me faisais des assiettes immenses. Je mangeais vraiment énormément. Donc quand je passais dans les villes, à chaque fois, je prenais le confort de manger pour prendre de l'énergie. Et quand j'étais en autonomie, je me suis vite rendu compte que j'étais sous-alimenté. Je dépensais 6000, voire 7000 calories par jour. Et des fois, j'en ingurgitais que 3000, 2000, 3000. En mangeant juste un peu de riz, du thon, un peu de flocons d'avoine le matin et quelques noix de cajou. Et quand je me suis rendu compte de ça, le premier jour ça va, deuxième jour tu commences à être un peu plus faible, troisième jour tu sens qu'une montée que tu es capable de faire avec de la pêche, tu es incapable, tu galères. J'ai complètement réadapté mon alimentation en autonomie.
J'ai racheté un sac supplémentaire pour avoir plus de stock. Je mangeais beaucoup plus. Je mangeais ce que j'appelle des bombes calorifiques, c'est-à-dire que tu regardes, ils font des espèces de pâtes pressées d'amandes et tout ça, et des trucs où il y a Chocolat, pour 100 noix, grammes, amandes. t'as 500 calories, Ouais. et tu manges des trucs comme ça. Et je mangeais du coup énormément, au point même que j'ai presque pris du bide, quoi. J'avais des réserves qui se créent au fur et à mesure, quoi. J'ai pas perdu tant de poids que ça, j'ai perdu 1,5 kg au total. Donc j'ai perdu les muscles du haut du corps, un peu la flotte que j'avais en moi. Et je suis fier parce que j'ai quand même plutôt bien géré. Il y a des aventures où des fois j'ai perdu 6, 7, jusqu'à 10 kilos. Là, j'ai perdu 1,5 kg en faisant 5000 bornes au Brésil. Ouais. Donc l'expérience a fait que je m'en suis bien sorti. Mais c'est vraiment couvrir ses besoins énergétiques, quoi. Et bouffer, pas arrêter de bouffer. Quelle idée tu te faisais du Brésil avant de partir? C'est immense le Brésil. Moi, je m'en suis rendu compte. Rien que du nord au sud, tu sais, il y a combien vraiment du nord? À vol d'oiseau, du sud au nord, il y a 4700 km à vol d'oiseau. Ouais. À vol d'oiseau, c'est la distance maximale. Ouais, c'est immense. Genre, par exemple, du point le plus au nord au point le plus au sud de France, je crois qu'il y a quasiment 1000 bornes. Ouais, Il faut même s'imaginer, c'est 4-5 fois juste c'est 5 fois le c'est Brésil. immense. En longueur, Toi, ce que même pas en tu as largeur. roulé, quoi, c'est 5 fois du nord au sud de la France, quoi. Voilà, c'est Même comme si plus. j'avais traversé 5 fois la France. Ouais. Même un peu plus. Et C'est pas pour rien que le Brésil, c'est le 5e pays le plus grand du monde, quoi. Ouais. Tu peux mettre toute l'Europe dans le Brésil. Tu peux mettre l'Australie dans le Brésil. C'est immense. C'est vraiment... et je m'en suis pas rendu compte. Et tu me demandes un peu dans quel état d'esprit j'étais avant d'y aller, qu'est-ce que je Qu'est-ce que pensais. tu t'imaginais et puis qu'est-ce que tu as découvert un petit peu. Tu vois, si on se met à la place de quelqu'un qui n'a pas été au Brésil, ou moi par exemple, en fait, je suis remonté le Brésil par la côte, tu vois. Donc là où tu es passé, je connais pas du tout. Et donc j'aimerais bien que tu essayes de me décrire un peu à quoi ressemblent les paysages et puis ce que tu t'imaginais et finalement ce que tu as découvert. Alors, sur ce que je m'imaginais, j'avais mis mon point des fois sur Google Maps et je regardais un petit peu. Je savais que j'allais être dans des endroits très isolés. Je savais que ça ressemblait à des plaines immenses, des grands espaces. Je savais que ça ressemblait à ça, avec des routes, 2/3 de toutes les routes que j'ai empruntées, c'était que de la piste, c'était que de la terre battue, rouge. Donc je savais que j'allais passer là-dedans, j'avais regardé un peu les villes, je voyais que c'était pas grand, il y a pas d'étages, il y a quelques commerces. Donc j'avais quelques idées, mais en fait, c'est surtout quand je parlais de mon projet aux gens, l'image que les gens ont du Brésil et les peurs qu'ils avaient liées à ce pays, ils projetaient leurs peurs sur moi dans le sens où il y a beaucoup de clichés liés à la sécurité et la dangerosité. On me disait, mais tu vas aller là-bas, mais là-bas, il y a les favelas. Ça, on te disait ça en France ou les locaux disaient disaient ça ça ici. Ouais. On me disait, t'as une bague, on te coupe le doigt, on te demande une clope, t'en donnes pas, on te coupe les doigts, t'as une montre, on te coupe la main, tu vas te réveiller, on va t'arracher les reins, les trucs. Il y avait un folklore vraiment sur la dangerosité, et même lié aux animaux, le fait que ça grouillait de partout. Moi, on m'a fait... C'est plus les gens qui m'ont fait peur par rapport aux idées qu'ils avaient du Brésil que ce que je m'imaginais. Moi, je sais que j'ai un côté un peu insouciant où je peux me lancer dedans avec l'inconnu, dans le sens où si ça se passe mal, au pire, je me fais voler mon vélo. Au pire, je me fais racketter, je finis à poil. Bah, je rentre. Pour moi, c'était aussi simple que ça, quoi. C'est un moment où, ok, la sécurité, s'il m'arrive quelque chose, je rentrerai. Donc je suis arrivé là-bas un peu en me disant je vais faire attention parce qu'on en a beaucoup parlé. Et quand on est arrivé à Rio, oui, il y a beaucoup d'insécurité. Mais ensuite, quand tu es vraiment dans le pays, je laissais mon vélo, je l'attachais pas. Les gens, ils étaient tranquilles. La sécurité, c'est vraiment que dans les grandes villes où il y a du narcotrafic, où il y a beaucoup de tourisme. Donc du coup, les gens sont très pauvres là-bas. Moi, je me souviens, à Rio, il y a un petit gars tout sale qui a 8 ans. Il me demande de lui acheter des bonbons à l'épicerie. J'y vais. Il prend 2 paquets de chewing-gum et il me dit qu'il va les vendre à l'unité pour manger le soir, quoi. Donc eux, leur problématique, c'est maintenant, quoi. C'est comment je fais pour bouffer maintenant. Donc c'est sûr qu'on a des touristes
une rue à côté de là où j'ai croisé ce gamin, il y avait tous les touristes à l'escalier, je sais plus comment il s'appelle, Salamone. Il y avait tous les touristes, les gars, ils avaient 1000 balles d'habits sur eux. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est normal que ça incite, mais il faut qu'ils s'en sortent eux aussi. Donc, ouais, il y a du tourisme, donc bah, forcément, les pauvres, ils vont voler les riches, tu vois. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Mais j'ai pas du tout ressenti ça pendant mon projet, et ça, c'était trop cool. Et après, si je dois te décrire une journée, t'es sur de la piste rouge, ocre, non pas ocre, c'est pas le mot, mais rouge, t'as la végétation verte, t'as le ciel bleu, t'as des perroquets, des haras bleus, jaunes qui passent au-dessus de toi, t'as des fourmis rouges, jaunes, enfin noires avec des bouts jaunes, des petites, des grandes, avec des mandibules comme ça, elles ont mangé mes lacets, elles mangent mes tongs, tu vois des tamas noirs, les trucs qui bouffent, les fourmis, t'as des singes, t'as énormément de vie. Moi, en France, quand je marchais sur les chemins, des fois je voyais un petit lézard, j'étais refait. Mais là, la diversité, même un jour, j'ai roulé sur un serpent. Le premier jour, je vois un espèce de lézard qui fait cette taille-là. Et donc, beaucoup d'animaux, beaucoup de végétation et des espaces immenses. Et des espaces vierges où, des fois, je regardais à 360 degrés, j'étais autour d'une montagne et je voyais pas une habitation. Et c'était que des grands espaces et qui n'étaient pas habités par l'homme. Ici, en France, chaque parcelle de terrain en France est possédée par quelqu'un. Il y a un champ, il y a le terrain, c'est limite si les forêts, elles appartiennent, tu vois, les forêts, elles appartiennent à des gens. Il y a que les montagnes ou des fois un peu la côte et encore maintenant les plages, elles sont privatisées. Je veux dire, tout en France, en tout cas de ce que je connais, chaque partie appartient à quelqu'un et chaque partie, il y a la trace de l'homme dessus, chaque partie de la France. Là, au Brésil, c'est l'inverse complet. C'est-à-dire que l'homme est un petit peu ici et l'espace est immense et t'as l'impression que t'es seul au monde, quoi. Tu n'as pas de ville, t'as rien, t'as 2-3 petites vaches, tu les vois gambader là-bas, tu te dis, mais elles sont sauvages, quoi. La ferme, où est-ce qu'elle est? Et ça, c'est la journée traditionnelle. C'est des espaces immenses. Et je peux même pas te faire vraiment une journée traditionnelle, puisque dans les montagnes, c'était comme ça. Et après, j'ai été dans des zones très agricoles où tu as des champs à perte de vue, on me balance des pesticides en avion dans la gueule, les fermes, tu as des villages pour les ouvriers, tu as un parc de véhicules, de tracteurs, de camions, ils sont 30, 40, plus ceux qui sont en train d'être utilisés. Et après, tu as la partie de l'Amazonie où là, c'est une piste rouge et la forêt autour sur des milliers de kilomètres. Et la seule piste qui est à peu près utilisée. Donc le paysage diffère vachement. Et après, c'est des petites villes qui payent pas trop de mine, avec voilà, 2-3 épiceries, des restaurants, c'est des trucs tranquilles, quoi. C'est difficile de décrire avec des mots, mais c'est tranquille, quoi. Je me sentais vraiment isolé, quoi. Très isolé. Là, tu m'as parlé d'endroits vierges et tu t'es dit, tu t'es fait arroser de pesticides par des avions. Donc j'ai deux questions qui sont sûrement liées. Premier, c'est moi, on m'a beaucoup parlé du côté catastrophique de la déforestation au Brésil, de la forêt amazonienne. J'ai pas vu ça de mes yeux parce que moi, je suis resté sur la côte atlantique du Brésil. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de voir ça? On m'a dit qu'il y avait parfois aussi des feux volontaires qui sont provoqués pour, on va dire, enlever de la surface de forêt. Et une fois que c'est fait, en mode « Ah, bon, bah voilà, quel dommage, maintenant, est-ce qu'on peut planter du soja ici ?» tu vois. J'ai entendu pour le soja, par exemple, c'est peut-être, je me trompe peut-être, il y a peut-être d'autres productions aussi, mais est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu à quoi ressemblent les fermes que tu as vues là-bas? Est-ce que c'est des exploitations vraiment immenses? Il y en a pas mal, c'est pour production de soja. Il y a peut-être autre chose. Je sais qu'ils produisent du café aussi, je crois, mais je ne sais pas si c'est vers le nord. Et est-ce que toi, tu as vu la déforestation de tes yeux? J'ai eu un aperçu parce que j'étais pas dans la région où ça déforeste le plus. Dans la partie Amazonas et Mato Grosso, qui sont plutôt à l'est du Brésil, au nord-est,
il y avait énormément de champs, énormément de cultures, mais c'est pas là où ça déforeste le plus. L'état qui est le plus déforesté, c'est l'état de Pará, qui est plutôt à l'ouest, en dessous de l'Amazonie, et des locaux m'ont donné la statistique qu'avant, il y avait 100% de forêt à l'état de Pará, et que maintenant, c'est plus que 30 ou 40%. Donc, T'as une idée de la superficie de l'État ou pas du tout? l'Amazonas, c'est le plus grand État, et Pará, c'est le deuxième. Okay. Donc, je saurais pas te dire la superficie, mais c'est immense. Les locaux disaient la taille de la France, quoi, globalement. Donc, la taille de la France sur cet État-là qui a été rasé, où c'était de la forêt. Ouais. Ensuite, c'est terrible. Vu toutes les cultures qu'il y avait proches de l'Amazonie, j'arrive à m'imaginer que avant il y avait de la forêt ici. Parce que les lisières de rivières étaient verdoyantes et ça poussait. Donc, il y avait la forêt ici avant. J'ai vu 2 ou 3 champs qui étaient brûlés. Donc, pour faire des plantations, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent. Ils foutent des animaux dedans en attendant, des vaches. Et puis, une fois qu'ils ont l'autorisation ou qu'ils peuvent commencer les travaux pour tout raser et installer leur plantation, ils le font. Donc, c'est évident que par là où je suis passé, avec des cultures à perte de vue, c'était de la forêt avant et que ça a été rasé. Ça, j'en suis persuadé. Je pense que ça aurait été plus flagrant dans l'état de Pará. Et après, tu me posais la question des fermes. Les fermes, c'est tout ou rien. Soit c'est une ferme vraiment immense, comme je t'ai dit, avec des villages d'ouvriers, où les ouvriers viennent pendant 10, 15 jours pour travailler avec leur famille. Quand tu dis des villages, il y a combien de personnes à bosser sur la ferme? Et des fois, je pense la plus grande, une centaine de personnes. Hein. C'est des entreprises, quoi. 100 personnes pour une ferme. Il y a vraiment des entreprises, quoi. Ça, c'est pour la plus grosse. Je pense qu'en moyenne, il y avait vraiment, par exemple, un jour, je suis allé prendre de l'eau dans une ferme. Ils ont tous des fontaines à eau. Et c'était à côté du dortoir. Dans le dortoir, déjà, rien que dans le dortoir, il y avait, c'était des lits superposés sur, je pense qu'il y avait vraiment au moins 30 personnes déjà qui pouvaient dormir là, plus au moins une vingtaine de maisons, appartements à côté, quoi. Il y a l'église au milieu de la ferme. Non, c'est vraiment immense. Et puis, tu as les petites fermes par lesquelles moi, je suis passé pour m'arrêter dormir, où là, tu as 2-3 exploitants. Et puis, ils ont une trentaine de vaches qu'ils gardent pendant 3 ans, qu'ils revendent. Des fois, le commerce le plus proche est à 100 km. Mais c'est pas un Leclerc. Hein. Le petit commerce, ça vend des sacs de 10 kg de riz, ce qui m'emmerdait des fois parce qu'il n'y avait même pas de sac de 1 kg. Il y avait soit 5 ou 10 kg. Tu vas prendre 10 kg sur ton vélo, mon grand. La flemme, bizarrement. Et ça, ces petites exploitations, c'est plutôt familial, plutôt ce qu'on pouvait imaginer. La France, on pouvait l'imaginer comme ça, je pense, il y a quelques dizaines d'années, avant qu'il y ait le remembrement et tout ça. C'était des petites fermes avec chacun sa petite parcelle au Brésil qui est immense. Et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est assez choquant de voir des fermes immenses. J'ai de la famille qui sont agriculteurs, ils ont des fermes qui sont déjà des bonnes fermes. Et quand tu vois ça, t'as des villages d'ouvriers, quoi. Rien que ça, quoi. Il y a la plus grosse ferme que j'ai traversée où ça m'a balancé du pesticide plein nez après. Je suis arrivé, je pensais que j'allais la traverser tout droit. Donc j'arrive, je commence à entrer dans la ferme. Il y a une gardienne qui vient, qui sort, qui me dit « Qu'est-ce que vous faites ? T'as pas le droit de passer là, faut que tu contournes. » Elle appelle le talkie-walkie, il y a la sécurité qui vient. Donc tu vois, c'est presque, on dirait, une usine, quoi. Donc voilà ce que moi j'ai pu voir en tout cas. Et tu as pas mal discuté donc avec les agriculteurs là-bas. Est-ce que tu as eu des réflexions ou des problématiques que eux t'ont fait part? Qu'est-ce qu'ils pensent un petit peu de... Est-ce que tu as des choses sur leur vie que régulièrement qui revenaient, soit des réflexions, soit des choses qui t'ont dit sur un truc qui t'a marqué je sais pas ce qu'ils pensent sur... Je crois qu'ils réfléchissent pas trop à ça parce qu'en fait ils sont un peu dans l'urgence de vivre, quoi. Ouais. C'est que des métiers qui sont
qui sont primaires. Tu te souviens à l'école, métier primaire, secondaire, tertiaire. Ici en France, il n'y a que du tertiaire pratiquement maintenant. Il y a beaucoup moins de primaire dans la construction ou dans l'agriculture. L'industrie. Enfin non, l'industrie c'est secondaire, je crois. Mais là-bas, pas sûr de nous. Là-bas, en tout cas, c'est que des ouvriers qui bossent dans la construction, sur les routes, qui bossent dans les fermes, c'est des ouvriers, quoi. C'est un pays ouvrier. Et les seuls endroits où j'ai vu des bureaux, c'est à Brasilia, quoi. À Rio, il doit y en avoir aussi. Et c'est des métiers touristiques, c'est des commerçants, c'est des artisans. J'entendais souvent en France, ouais, c'était mieux avant. Je pense que c'était mieux avant, ça ressemble au Brésil de maintenant, quoi. C'est-à-dire, c'est encore c'est encore patriarcat. Ouais, je sens que c'est moins avancé, mais je crois pas qu'ils se posent la question. En tout cas, je pense qu'ils sont de bonne humeur pour pas parler des mauvaises choses. Et en tout cas, moi, j'ai pas parlé de choses très complexes avec eux. Ils sont contents de faire leur travail. Quand je bossais avec des gars qui conduisaient des camions, ils étaient trop fiers de montrer leurs camions en photo. Ils aiment bosser, quoi. Donc non, je saurais pas trop comment conclure ta question. Ok. Sur l'épisode qu'on avait fait il y a 2 semaines, on avait pas mal parlé du côté ce que tu avais ressenti mentalement et puis les émotions que tu avais vécues, tout ça. Là, ça fait 1 heure qu'on enregistre quasiment. Putain, déjà. Et on a à peine parlé de ça. J'aime bien quand tu me racontes un petit peu ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, les moments durs, les moments de joie. Est-ce que tu pourrais me faire un petit condensé ou revenir dans tes souvenirs sur des moments importants et qui t'ont marqué au Brésil sur cette aventure-là? Eh bien, je me souviens t'avoir dit qu'un jour, dans les montagnes, je pleurais de joie. Ouais. Et il m'est arrivé la même chose. C'était le 7e jour. Pas de réseau, rien. Je suis dans la forêt, je dors à côté d'une rivière. Je me cuisine mon plat. Et je mets la musique de Coldplay, Viva la Vida. Et c'est une musique qu'on écoute en famille. Puis je réalise ce que je suis en train de faire. Ça fait 7 jours que je suis déjà là. Je vais probablement passer encore des semaines et des semaines au Brésil à vivre ce que je suis en train de vivre. Et je kiffe ce que je suis en train de faire. Là, il y a pas de friction quant au fait de faire. Je sais vraiment, je suis en paix. Je suis pas dans une démarche introspective. Et je suis en paix. Et je suis en train de faire un truc que j'aime. Et j'écoute cette musique et je pense à mes parents et je me dis, ils me font confiance, ils me laissent partir. J'ai tellement de chance de les avoir, de vivre ça, d'avoir des gens qui m'accompagnent. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est poussé par ses parents, qui est poussé par ses proches, qui est poussé par sa famille. Et j'ai ressenti tellement de reconnaissance que je pleurais de joie. Je pleurais sur les sardines. Et voilà. Sur les sardines? Ouais, la musique de Patrick Sébastien. Non. C'était sur Viva la Vida. Non, sur les sardines que je mangeais. J'adore. Ah bah non, ça aurait été très beauf. Pleurer de joie sur les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré. Donc, je pense que ça résume quand même bien l'état d'esprit dans lequel j'étais, qui était de découverte, d'ouverture d'esprit, de volonté de ressentir l'inconnu et de paix. Je crois que j'ai trouvé la paix l'année dernière dans les montagnes et que j'ai vraiment fait un câlin au petit Baptiste, au Baptiste adolescent qui se posait des questions, qui était perdu. Et je sais à 100% ce que je veux faire. Je le fais parce que ça me fait kiffer. Je le fais parce que j'ai envie de ressentir toutes ces émotions. J'ai envie de ressentir le doute. J'ai envie de ressentir la peur. J'ai envie de ressentir la joie. J'ai envie de ressentir tout ça. J'y vais pour ça et maintenant que j'y suis, je le ressens. Et donc quand je doute, mais c'est des doutes que je commence à connaître, c'est sûr. Le doute de savoir si tu vas pouvoir arriver là où tu veux le soir, si tu vas réussir à réaliser ton projet. Les peurs, est-ce que je vais réussir à apprendre le portugais? Est-ce que je vais réussir à communiquer? Est-ce que je vais réussir à prendre du plaisir pendant 2 mois, quoi? L'inconnu de est-ce que j'ai envie de vivre ça pendant 2 mois? Est-ce que ça a été le cas? Ou il y a des moments où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je prends aucun plaisir? Il n'y a pas un moment où je me suis demandé ce que je foutais là. Il n'y a
aucun moment, il n'y a pas un moment où je me suis dit qu'est-ce que je fais, où je me suis dit pour qui je me prends, où je me suis dit pour la simple et bonne raison que je me suis pas fixé de temps. J'ai pas été dans la performance, je me suis pas dit je vais le faire en 2 mois et puis c'est tout, ce sera 2 mois. Moi j'ai dit si je le fais en 3 mois, ce sera 3 mois, c'est pas grave. Donc en fait, une journée où je me sentais, j'avais plus de jus, j'avais plus rien, bon bah vas-y, jour de repos demain. C'est pas grave, on va visiter, on va. Des fois, je me suis retrouvé dans des auberges avec des gars qui faisaient la signalisation, qui bossaient sur les routes, ils me préparaient à manger. Des fois, j'ai pêché avec des gars un matin, j'ai bouffé les poissons qu'ils ont pêchés. Je sais pas, j'ai vraiment pris le temps. Et puis, aussi, en écoutant le podcast de la dernière fois, je me suis rendu compte à quel point je parlais des réseaux, à quel point c'était important, parce qu'il fallait que je rencontre Mike Horn. C'est pour ça que je postais beaucoup sur les réseaux. Et j'ai continué à poster quand j'ai fait mes 3 randonnées. Je postais tous les jours sur Instagram, je faisais une vidéo tous les jours pour raconter ce que je faisais. Et je me suis dit, en partant, ok, je ferais peut-être une vidéo tous les 3 jours, ce qui me paraît être mieux pour profiter. J'ai fait une vidéo au bout de 3 jours, et après, j'ai plus rien fait. J'avais pas envie de partager, j'avais pas envie de me mettre la pression des réseaux. J'ai vraiment vécu ce truc pour moi, et je l'ai vécu avec moi. Chose que les précédentes aventures, j'ai pu vivre un petit peu à travers le fait de me dire ah bah il faut que je fasse du contenu pour ce soir, ok, comment est-ce que je pourrais raconter ma journée d'aujourd'hui. J'avais pas ça en tête, j'avais juste kiff. Vive le moment Kiff. présent. Ouais. Et j'ai fait 2-3 petites vidéos pour dire ok, j'ai traversé cet état-là, je suis arrivé à Brasilia, ok, j'arrive à Manaus dans tant de jours, ça fait tant de jours. J'ai dû faire 5-6 vidéos à tout casser sur 2 mois. Et j'ai vraiment mis moi au centre. Moi, je prends du plaisir, moi. Et puis, si tu t'arrêtes un soir que tu pêches avec des gars, bah voilà, c'est l'aventure, c'est ça, quoi. Et pas me restreindre parce que, faut que je sorte une vidéo, faut que je le filme, il y a plein de trucs que j'ai pas filmés, tu sais quoi. Et je les ai écrits. Et tu vois, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas eu de peur et énormément de doutes parce que tous les soirs, j'écrivais. Et tous les soirs, je me délestais de tout ce que j'avais vécu. Et le lendemain, c'était une nouvelle journée. Et ça a été un moyen d'être dans le moment présent à 1000%. C'est que tous les soirs, je me délestais de ce que j'avais vécu. Et toutes mes peurs et tous mes doutes, je les enfermais dans un journal. Et je repédalais pas avec le lendemain. Le lendemain, c'était tout nouveau. Il n'y a pas un jour où j'ai emporté des peurs le lendemain. Et c'est thérapeutique, quoi. Écrire pour être dans le moment présent. C'est juste, tu marques, quoi. Tu fais une capsule à un moment, voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui, les endroits que j'ai traversés, ce que j'ai ressenti. Et voilà. Et si je veux savoir ce que j'ai fait le 12 avril, bah je saurai. J'ai juste à ouvrir mon journal et me replonger dedans. Ça, c'est vraiment un vrai cadeau que tu te fais à toi-même. J'ai écrit aussi pendant le voyage, surtout quand j'étais sur les traversées de l'Atlantique, dans les deux sens, sur les bateaux, parce que tu as plus le temps. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, on va dire, à la discipline, d'écrire même plus, un peu tout le temps. Et c'est tellement bien de se replonger dans ses écrits. Et tu as tellement plus de détails, parce que les souvenirs aussi, t'en gardes qu'une partie, malheureusement. Et je pense que c'est un vrai cadeau que tu te fais à toi-même. Et quand tu vas retomber dessus, même dans 2, 5, 10, 20 ans, ça va être exceptionnel. Et puis j'aimerais aussi pouvoir le partager aux gens, ça. Quand je suis revenu en France, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu dans l'inconscient collectif de mes proches et des gens que je rencontre de près ou de loin. Les gens se sont dit, le gars a traversé le Brésil à vélo. Je crois que même moi, je me rends pas compte. J'ai de la famille qui m'a dit, mais tu te rends pas compte, si tu as écrit, partage-le. Dis, il y en a combien qui rêvent de le faire, il y en a combien. Dis, tu as la capacité d'avoir le courage de le faire, partage ça aux gens. Donne-leur ça, au moins, parce que toi, tu as le courage de le faire. Peut-être que tu sais même pas pourquoi tu as le courage de le faire, tu sais même pas pourquoi, mais
Juste, il y a des gens, ils le vivent par procuration. Moi, c'est ma mère qui m'a offert des livres d'aventure. C'est avec ma mère qu'on discute de Mike Horn. Ma mère, elle n'est pas aventurière pour autant. Mais ça l'a Mais fait par rêver. procuration, elle Ouais. les lit, ces livres. Elle trouve ça passionnant. Quand Mike Horn raconte ses aventures, ou que Sylvain Tesson raconte ses balades ou ses excès. Et ouais, j'aimerais bien mettre tout ça dans un livre. Bah, j'ai hâte de lire ton aventure pour avoir encore plus de détails que quelques heures de discussion entre nous et puis c'est 1 heure pour ceux qui écoutent là. C'est sûr que c'est difficile de raconter en 1 heure tout ce que j'ai vécu. Bah C'est oui. tellement dense. Mais bien sûr, bien sûr. Mais je trouve qu'on a parlé on n'avait pas parlé de la survie, quoi. Bah viens, on y va quand même, parce que Ouais. c'était ton objectif de base. Toi, Ouais. ton rêve en allant au Brésil, c'était quand même d'aller dans la jungle pour apprendre un peu ce que c'est que, on va dire, survivre en quelque sorte dans la jungle. Et puis tu t'es dit Manaus parce que c'est une destination que tu as retrouvée dans tous les livres d'aventure liés à l'Amazonie que tu as lus. Donc tu as trouvé quelqu'un là-bas pour t'aider. Et puis qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Donc, comme je t'ai dit, je me suis pas mis de pression, donc j'avais pas de rendez-vous, je savais même pas comment est-ce que j'allais m'organiser pour trouver un moyen de partir en expédition en Amazonie. 2 semaines avant d'arriver à Manaus, j'ai eu ce petit down quand même de me dire c'est fini. Ok. Là, dans 2 semaines j'arrive et quand est-ce que je prends un avion pour revenir? Comment est-ce que je m'organise pour une expédition? Si je prends un avion, ça veut dire que je vais revenir. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais revenir? Et là, toutes les questions que tu t'étais pas posées parce que tu étais vraiment dans le moment présent, là, elles viennent à toi et ça m'a un petit coup. Et j'ai eu quand même quelques jours de mou maintenant que, avec le recul, je t'ai dit qu'il n'y avait pas un jour sur la totalité, mais sur la fin quand c'est arrivé. Oui. Donc du coup, j'ai contacté toutes les agences que j'ai vues sur Manaus. Et j'ai trouvé des WhatsApp, des trucs de gars, de guides. J'ai démarché tout le monde. Et puis, il y a une agence qui me paraissait professionnelle, qui me répondait, qui organisait bien les choses. Donc, je suis parti avec eux. Donc, je suis parti pour 7 jours en jungle avec 2 guides, un indigène et un natif. Et un traducteur, portugais-anglais. Et puis, après 2, 3, 4, 5 jours à Manaus, j'embarque dans un bateau, je remonte un peu l'Amazone, on prend un van, on va dans une autre rivière, on remonte la rivière pendant 3 heures, on s'enfonce réellement dans la jungle. J'arrive au lodge où eux, ils organisent leurs expéditions, les gens peuvent venir dormir et ils organisent des excursions à la journée pour aller pêcher, pour aller faire des balades en jungle, tout ça. Moi, je suis allé dans ce lodge et après, j'ai retrouvé mon équipe, les 2 guides et le traducteur. Et là, on s'est enfoncé 3 heures de plus en pleine jungle. Et donc là, c'était parti, quoi. Donc au début, tout va très vite parce que eux, c'est leur vie. Donc, ils te font un abri en 2 minutes, ils te disent « Ok, regarde, et puis en même temps, fais. » Donc toi, tu leur coupes un peu des arbres, des branches, et puis en même temps, ils sont en train de constituer le premier abri. L'autre, il est en train de faire le feu, tu n'avais pas vu comment il a démarré. Ok, c'est même pas encore fini, l'autre, il va terminer, vas-y, on embarque en pirogue, on va poser les filets, les pièges. Tac, on part, on va pour chasser. Donc, eux, ils emportent un fusil parce que j'apprends leur technique de survie. Donc eux, ils partent avec un fusil. Donc on part dans la jungle, un peu ouvrir un passage. On se prend une averse tropicale. T'as Antonio, un des guides, il coupe 2-3 feuilles de bananier, ça fait un abri, on se met dessus. Le gars, tu te dis, en 2 secondes, il t'a fait un abribus. Ouais. Et après, t'as l'autre guide. C'est fou. Le premier guide, lui, il s'occupait de faire en sorte qu'on soit sec. Et l'autre guide, il s'occupait de faire en sorte qu'on soit en sécurité. Pour pas prendre des branches qui tombent, quoi. Ni une ni deux. Ouais, ça Une fait branche qui tombe flipper. à 30, Ça fait flipper. à vraiment 1 mètre. Donc là, on repart en pirogue. Le but, c'est d'aller dans les endroits où les arbres sont moins gros pour qu'au cas où, s'il y a des branches qui tombent, soient des plus petites. Ouais. Et t'arrives le soir, hop, tu déposes 2 gars qui vont se réoccuper du feu. Nous, on va prendre les filets. Tu
en 2 pauvres petits poissons que tu manges le soir. Et puis là, tu dis, ah ok, là tout est allé très vite. En une journée, j'ai même pas eu trop le temps de voir tout ça, mais je l'ai vécu. Deuxième jour, et à partir de ce moment-là, ça a été crescendo. Là, on m'apprend vraiment les techniques. Donc, comment faire un éventail pour faire du feu, comment ouvrir le chemin, comment se servir d'une machette, comment vider un poisson, comment cuisiner le poisson, comment faire un barbecue. Comment le pêcher, peut-être. Comment le pêcher, comment pêcher un poisson. Et donc, tu apprends tout ça et ça va très vite puisque c'est de la survie. Donc là, ce qu'on pêche, c'est ce qu'on va manger. Donc, le temps qu'ils prennent à m'expliquer, c'est du temps qu'on perd à chasser ou à pêcher. Donc ça va très vite et il faut que j'apprenne sur le tas. Donc poser le filet, remonter le filet, prendre les poissons, vider les poissons, le cuire, faire le barbecue. Quel arbre, ok, lui, je peux le prendre, je peux le fendre, j'arrive à faire des copeaux. Voilà, faire des copeaux, faire le barbecue comme ça. Après, il y a une journée, on part chasser. On mange vite fait le matin un poisson pour 4 et on part on part à 10h et ils me disent on va revenir dans la nuit. Toute la journée à ouvrir un passage pour aller chasser. Et en plus, au bout de 45 minutes, je me fais piquer par 4 frelons. Un à la main, un à la fesse et un au genou, ce qui a fait marrer mes guides. C'est 3, ça. Oui, non, mais il y en avait 4. Oh là là, commence pas. Tu m'énerves. Non, mais la plus importante, c'était celle à la main. J'ai d'ailleurs encore la cicatrice. Parce qu'après, j'ai continué à ouvrir le passage. Ma main a triplé de volume. Donc déjà, 45 minutes dans la jungle, t'es en transpi comme si tu revenais d'un footing de 1 heure. Plus, t'as un frelon qui te pique, donc ton rythme cardiaque il fait... Et plus tu respires dans la forêt, plus tu as de l'humidité, plus tu consommes de l'énergie. J'étais en nage, comme si j'avais sauté dans la piscine et à continuer à les suivre. Moi, je leur disais pas, mais j'étais presque au bord du malaise à ce moment-là. Et tu sais que ça va durer jusqu'à la nuit, il est que 11h du matin. Quoi. Ouais. Et donc, on ouvre le passage, on se repose 2 heures, ils construisent des petits lits. Et puis après, on repart chasser sur notre race. Il y a la pluie qui arrive avec l'orage, t'entends. Ils disent ok, ça va arriver, donc on remonte plus vite que prévu, on chasse rien. T'arrives le soir, t'as passé 10 heures à marcher, à ouvrir le passage, t'es mort, t'en peux plus. T'arrives, tu manges rien. T'as pas de poisson, tu manges rien, tu t'endors le ventre vide, tu te réveilles, la veille, t'avais remonté une tortue d'eau douce. Je suis là, vas-y, venez, on mange de la tortue, quoi. Vas-y, j'ai faim, là. Tu manges de la tortue le matin, faut y aller, là, parce que c'est trop cuit, c'est visqueux, il est 9h, tu manges une tortue, t'es là, waouh. Tu manges ça, allez, on change de campement. Moi, j'avais demandé à changer de campement tous les jours pour avoir un peu d'itinérance. Et rebelote. Donc, en fait, au fur et à mesure, ça a été, on te montre, tu regardes, après on t'apprend, après tu fais avec nous, et à la fin, tu fais tout seul. Et à la fin, j'étais capable de constituer mon Abu Dejako, qui est globalement ton abri. Tu mets un arbre en transversal, tu mets des feuilles, tu accroches ton hamac. J'étais capable de faire le feu, même si c'est très difficile. J'ai réussi à... C'est pas allumer le feu qui est difficile, c'est le garder en fait. C'est tellement humide qu'il s'éteint sans cesse. Donc, pêcher, faire un abri, faire du feu et chasser. Et puis, j'avais qu'une envie, c'était de rester en fait. Ouais. J'avais qu'une envie, c'était de rester, d'en apprendre plus. C'était pas assez pour moi. Et la jungle a ce truc bizarre où quand tu y es, t'as envie d'en sortir et quand tu y es plus, t'as envie d'y être à nouveau. Parce que t'as tout ce qu'il te faut. Tu sais, tu peux vraiment vivre là-dedans. C'est des conditions qui sont très difficiles, mais tu peux vivre de la pêche, de bouffer du manioc, de bouffer des cœurs de palmier, des larves, dormir comme ça dans un hamac. Donc ça a été le summum de l'aventure, parce que moi j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner maintenant. Bah ouais. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc content d'avoir pu apprendre les basiques de survie et en attente d'approfondir ses connaissances, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que je suis arrivé face à mes guides et à mon traducteur en leur disant ça c'est vraiment la raison pour laquelle je suis venu au Brésil, c'est d'apprendre à survivre. Et ils m'ont dit mais t'as fait 2 mois de vélo avant?
J'ai dit oui, mais ça, c'était l'entrée, quoi. Maintenant, ça y est, je suis prêt, quoi. Je suis prêt. Et il disait que j'étais un bagulho loco. Pour eux, c'est genre un... c'est genre un mec badass, quoi. Et quand t'es un gars qui est un peu pas le plus fort au sport, que physiquement, t'es dans la moyenne, et que j'avais beaucoup de peur quand j'étais petit, je suis un gars faible, en vrai. J'ai l'ego qui a envie de dire que je suis un mec fort et tout, mais je suis un mec plutôt faible. Et quand t'arrives et que tu vois des gars qui t'inspirent, qui sont capables de survivre dans la jungle, et qui disent « Ok, franchement, toi, tu fais des trucs qui nous impressionnent », parce que quand on emmène des gens survivre, il y en a vraiment très peu. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus depuis Rio en vélo. Alors, déjà, il n'y en a pas un. C'est le premier. Il n'y en a pas un. Et en plus, ils me disent, il y en a, et bah, la nuit, ils veulent dormir, et la nuit, on les réveille pas pour aller pêcher. La nuit, on les réveille pas pour aller chasser. Ou on part pas marcher pendant 10 heures. Ou quand il y a quelqu'un qui se fait piquer par un frelon, bah, on rentre, et c'est limite si on rentre au lodge. Il n'y en a pas beaucoup qui... Et quand tu entends tout ça, tu dis, ok, bon, bah... Je crois que j'ai vraiment passé un pas dans ma vie et que je sais être courageux maintenant. Et quand tu es reconnu par des gens que tu crois courageux, c'est beaucoup de satisfaction et de reconnaissance envers le travail que tu as fait, quoi. Parce qu'au début, je me suis obligé de faire ces aventures parce que je savais que c'était bon pour moi, mais j'éprouvais beaucoup de difficultés dans le fait de le faire. Et là, j'y éprouve que du plaisir et c'est vraiment beaucoup de bonheur pour moi de dire que, ok, c'est bon, quoi. Peut-être que je peux dire que je suis aventurier maintenant. Peut-être. Attends, t'as été personnellement validé par le boss du game, Ouais, par Mike Horn, Horn. quand tu l'as rencontré quand même. Ouais. Attends, c'est quand même le boss qui t'a validé. Hein. Ouais. Mais je ressentais pas la légitimité de me dire que je pouvais être aventurier ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, aventurier, c'est quand tu fais des trucs qui sortent un peu du lot, quoi. Et là, je crois que j'ai fait mon truc qui sort un peu du lot. Parce qu'à la fin, en fait, à force de réaction des Brésiliens, de voir qu'ils étaient choqués de voir un gars tout seul, ils ont dit « Mais on n'a jamais vu un mec ». Bah, en fait, cette traversée, elle avait jamais été faite au Brésil avant. Donc je ressens plus de légitimité et encore plus de soif de vivre des aventures et de les partager. Pas tarder à s'arrêter. Bah oui. Est-ce que tu as une petite anecdote supplémentaire, un truc dont on n'a pas parlé, ou je t'ai pas amené sur ce sujet dont tu as envie de parler, qui a été marquant pour toi sur cette aventure au Brésil? Je pense qu'on parlait de pas mal de trucs marquants. Non, j'ai pas envie de rajouter une anecdote. J'ai envie d'inviter les gens à ouvrir leur esprit. Parce que c'est une belle qualité pour moi. Voilà, j'ai envie de finir sur ces mots et de lire. Parce que lire, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, lire, ouvrir son esprit. Et puis me souhaiter de faire un joli documentaire et un beau récit d'aventure pour la suite, quoi. Et ben pour ceux qui veulent suivre Baptiste, parce que si vous voulez lire peut-être son futur livre qui va sortir dans quelques mois et voir le film, vous pouvez le suivre sur Instagram, Baptiste Demoret, ou sur ta chaîne YouTube du même nom, je crois. Pareil. Il y a un documentaire sur sa traversée des Alpes et sur Rennes-Lausanne pour rencontrer Mike Horn. Et il y en aura un dans, je sais pas quand, quelques mois sur cette aventure au Brésil. On va prendre le temps de faire les choses bien, exactement comme dans le même état d'esprit dans lequel j'étais pour aller au Brésil, c'est-à-dire de ne pas faire une performance. On va se mettre une deadline quand même pour avancer, parce que sinon... On va 2032. Mais non, on va faire les choses bien et je vais essayer de pousser ce truc à 100% j'ai vraiment envie de partager ce que j'ai vécu, quoi. Ben, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis, on va s'arrêter là-dessus. Merci, si vous êtes toujours là, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Il y a une caméra qui a bipé, donc peut-être qu'elle s'arrête. En tout cas, vous pouvez, si vous avez aimé le podcast, mettre un commentaire ou une note 5 étoiles. Surtout, non, en vrai, le plus important, parlez-en à quelqu'un qui pourrait kiffer l'épisode. Je trouve le bouche à oreille et juste partager ça, c'est ce qui peut le plus m'aider. Et puis également,
si vous avez des gens auxquels vous pensez que vous aimeriez bien écouter ici sur le podcast, je pense notamment à des femmes, parce que pour l'instant, j'ai quasiment que des contacts et j'ai interviewé que des aventuriers au masculin. Et j'aimerais bien aussi avoir des retours de femmes qui ont vécu pas mal d'aventures. Donc j'en ai quelques-unes en tête, mais voilà, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me partager leur nom, leur contact. Et je vous dis dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci à ceux qui sont restés jusque-là. Merci Baptiste. Merci à toi, parce Je te que serre la pince. c'est pas tout le monde qui écoute avec attention les projets. Et pour moi, c'est beaucoup de bonheur de pouvoir parler de tout ça sans paraître un monstre d'ego qui veut tout le temps parler de son projet. Je peux plus te voir. Je coupe parce que... Ah putain, merde. On a tout loupé alors. Allez, merci Baptiste. merci à toi. J'espère que vous avez kiffé aussi. Et puis je vous dis à dans 2 semaines. Des bisous. Ciao. Ciao. Parfait. Hey. Ah, c'est un chien. Ouais, je vais lui montrer comment je fais.